Donc, Yves, comme vous le savez, est co-chef de service avec Mettons en cours avec Michel Duval. C'est quelqu'un qui a fait une formation, donc qui a fait une formation en Suisse, suivie d'une surspécialisation en hémato-onco au Texas Children's Cancer Center à Houston, avant de se joindre à nous en 2010. Il est reconnu, entre autres, pour ses intérêts sur tout ce qui touche les maladies graves du sang non oncologique. Et juste façon de l'illustrer, si vous voulez, c'est qu'il est co-directeur du programme d'anémie falciforme, directeur du programme d'osteopénie et d'aplasie congénitale. Donc, je vais arrêter ici. Donc, Yves va nous parler aujourd'hui des syndromes d'aplasie congénitale, comme exemple de prédisposition au cancer, avec un cas en particulier que je crois est le syndrome de Shwachman-Diamond. Et voilà. Tu as 20 minutes? Apparemment. Je ne suis pas sûr que je vais vous tenir l'horaire, par contre, contrairement à mon habitude. Je vous rassure, j'ai effectivement une formation. Alors, quand on arrive comme immigrant, en fin de compte, on est sur une base de permis restrictif. Ça me fait toujours rigoler quand les premières fois on m'a demandé de remplir des certificats canadiens. Les parents reçoivent un appel à la maison. Je dis, on ne connaît pas ce docteur. Donc, non, j'ai bien une formation. Je voulais vous parler, en fin de compte, de syndrome d'aplasie congénitale. Je fais un peu de consultation, mais je ne parlerai pas de drogues qui sont associées à ça, et je ne reçois pas d'enveloppe grise de SDS Canada ni de Network Rare Blood Disorders, sur lequel je suis un Medical Advisory Board. Qu'est-ce que c'est les syndromes d'aplasie congénitale? C'est un groupe qui est assez hétérogène, qui sont caractérisés par une série de choses. Le premier, c'est une insuffisance médulaire. Elle peut être associée à une insuffisance médulaire sur une seule lignée, peut être des globules rouges comme dans le Blackfan-Diamond, sur les neutrophiles prédominamment comme on le voit dans le Shwachman-Diamond, sur les plaquettes comme on le voit par exemple dans le Wiskott-Ulrich, associé à un déficit immunitaire, ou ça peut être sur les trois lignées comme on le voit plus fréquemment dans l'anémie de Fanconi. Elle se présente plus fréquemment au niveau de l'enfance. C'est des prédispositions pour une anémie aplasique, les syndromes mélodysplasiques et leucémie non lymphoblastique. Il y a actuellement plus de 40 gènes qui sont associés au syndrome d'aplasie congénitale. Et si on regarde un tout petit peu le paysage génétique actuellement des syndromes d'aplasie, c'est un petit peu ce que ça donne. Ça, c'est une publication qui est hot off the press par l'équipe française qui a regardé en fin de compte sur des patients avec des syndromes d'aplasie congénitale non étiquetés. Et quels sont les gènes qu'on pouvait retrouver? On les retrouvait dans à peu près 50% des cas, et puis ils se regroupent en fait dans plusieurs grandes catégories: l'anémie de Fanconi, dyskératose congénitale, les thrombocytopénies constitutionnelles, les neutropénies constitutionnelles et le Blackfan-Diamond. Si on regarde dans notre programme, en fin de compte, on arrive à regrouper maintenant dans nos patients dans chacune de ces catégories. En jaune, c'est les patients qu'on suit chez nous. Donc, on a une bonne cohorte de patients avec Shwachman-Diamond. Je vous parlerai tout à l'heure du dernier en ville, le DNRJC21. On a un groupe de patients qui ont des neutropénies congénitales. Certains ont été transplantés. Certains patients ont des déficits immunitaires associés à la neutropénie. On a un bon groupe de patients avec anémie de Blackfan-Diamond. On a 4 patients avec anémie de Fanconi, 2 patients avec dyskératose congénitale, dont les 2 ont été transplantés, puis une série de patients avec thrombocytopénie. Qu'est-ce que c'est le syndrome de Shwachman-Diamond? C'est en fin de compte, c'est une maladie orpheline, autosomale récessive, qui est caractérisée par une mutation dans le SDBS, Shwachman-Diamond-Bodian syndrome, qui se trouve de manière intéressante sur le chromosome 7q11, dans la partie longue du chromosome 7. Et on retrouve cette mutation dans à peu près 90 à 95% des cas avec une caractéristique clinique classique. Le petit nouveau, c'est DNRJC21. Je n'en ai pas plus, on va revenir là-dessus. Est-ce que c'est un gène qui est impliqué dans le Shwachman, ou est-ce qu'en fin de compte, c'est un syndrome à part? On va essayer de se poser la question. La prise en charge de ces patients nécessite une prise en charge multidisciplinaire et il y a une coordination de multiples spécialistes, parce que quand on regarde en fin de compte sur qu'est-ce que ça fait le Shwachman-Diamond, en fin de compte, la triade classique, c'est ce qui est en rouge, c'est une insuffisance pancréatique exocrine, c'est un problème hématopoïétique prédominamment en neutropénie, mais on peut voir en fin de compte des thrombopénies et des anémies, et de dysplasie osseuse se représente dans à peu près 50% des cas. Un certain pourcentage de patients peuvent présenter des hépatomégalies, petite hépatopathie transaminite qui a tendance à se résoudre assez rapidement, boum, en grandissant. Ils ont comme caractéristique d'avoir un thorax relativement petit, une prédisposition aux infections pulmonaires. Certains peuvent avoir des problèmes d'asthme et avoir une propension, en fin de compte, à avoir des infections à répétition. On retrouve du reste des dysfonctions immunitaires à degrés variables. Et puis la plupart des patients ont des troubles neurocognitifs. Beaucoup ont des troubles du langage. Certains ont un fonctionnement qui est tout à fait parfait, mais on retrouve quand même fréquemment des troubles du langage et des déficits de l'attention.
Qu'est-ce que ça mange, le RDBS, comme protéine? Je vais essayer juste de vous l'illustrer assez rapidement. Il faut imaginer que le ribosome, c'est un complexe protéinique qui est important pour une chose, de traduire l'RNA et de faire nos protéines. Puis la façon dont je l'imagine, le SDBS, vous prenez votre main, vous imaginez que dans chaque os de votre main, c'est le nombre d'os représente en fin de compte pratiquement les protéines qui sont nécessaires. On a besoin de les mettre ensemble puis de faire ça. Ça, c'est la sous-unité 60S. Mon pouce, c'est le Shwachman. C'est la protéine du Shwachman. Elle se met à la surface du 60S, puis elle fait une sorte de rainure. Puis dans cette rainure, l'ARN va probablement s'insérer. C'est un petit peu comme ça qu'on le comprend. OK? Et l'autre fonction de Shwachman, dans tous les cas, ce qu'on imagine, c'est qu'elle est là pour essayer de lier avec la sous-unité 40S. Donc, une fois qu'on a fait l'assemblage 60S-40S, on est capable de faire la traduction, de guider l'ARN, et puis, faire une protéine. Si je n'ai pas cet assemblage, l'efficacité de la traduction ARN vers la protéine est complètement déficient. Il y a d'autres ribosomopathies qui existent. Dans la dyskératose congénitale, il y a certaines anomalies qui sont associées à la dyskératose. L'anémie de Blackfan-Diamond est par essence une anomalie ribosomale. Il y a plus d'une quinzaine de gènes qui sont associés au Blackfan-Diamond et le Shwachman-Diamond. Le DNRJC, on pense qu'il est relativement proche, en fin de compte, dans le complexe protéinique du SDBS. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Un très bon article, là aussi, qui vient de sortir par un des experts sur le fonctionnement ribosomal, Warren, où on voit, en fin de compte, que l'NRJC est impliqué, en fin de compte, dans l'assemblage avec le Shwachman. Pourquoi c'est intéressant? DNRJC 21, il y a 2 rapports qui viennent de sortir il y a moins de 12 mois, qui démontrent qu'en fin de compte, des patients peuvent avoir des caractéristiques qui ressemblent au Shwachman. Une équipe européenne dit, en fin de compte, pas tout à fait ça, parce qu'ils ont été les premiers à découvrir, chez une vingtaine de patients avec un tableau d'aplasie congénitale, 4 patients qui avaient des mutations dans ce gène-là. Qu'est-ce qu'ils avaient comme caractéristiques? Ils avaient tous un syndrome d'aplasie congénitale, retard de croissance, certains avaient une microcéphalie, d'autres anomalies. Et si on regarde, est-ce qu'ils avaient des anomalies sur la taille de leurs chromosomes? On n'en avait pas, et il n'y avait pas d'augmentation de cassure chromosomique qu'on peut voir dans les mythes Fanconi. L'équipe de Toronto a trouvé aussi, en regardant dans le registre canadien, des patients qui avaient aussi des aplasies congénitales, et de regarder, est-ce qu'en fin de compte, on peut trouver ces mutations. Et ils ont trouvé aussi 5 patients qui avaient des mutations dans ce gène-là, et là, ils retrouvent des patients qui ont le phénotype du Shwachman. Comment ils peuvent le dire? Il y a un tableau d'aplasie, comme documenté sur la moelle, absence de dysplasie, en tous les cas au moment où ils ont été évalués, une évidence d'atteinte pancréatique par une hyperéchogenicité pancréatique, qui est la marque échographique que l'on voit dans le Shwachman-Diamond, de même que la présence de tissu hypodense, OCT, et des irrégularités métaphysaires, comme on voit dans le Shwachman. À force de voir des patients un tout petit peu inhabituels, weird, j'ai bien aimé la sortie de Dr. Falk. Cultivez vos particularités. Ces 2 patients-là m'avaient toujours intrigué quand les premières fois je les ai vus, parce qu'ils avaient des caractéristiques très particulières, atteinte cutanée bizarre, microcéphalie, trouble du langage et un tableau d'aplasie. Puis petit à petit, on a vu une deuxième famille, et on a maintenant 5 patients, et grâce à la génétique, on a pu mettre en évidence que ces patients étaient, en fin de compte, avaient une homozygosité pour la mutation dans ce gène-là. Il diffère un petit peu de ce qui est rapporté, parce que ces patients-là ont une microcéphalie, ils ont l'atteinte des ongles un petit peu courts, un peu bizarres, un peu dystrophiques, des cheveux un peu courts aussi, un eczéma hypopigmenté, avec un eczéma très, 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 très particulier, une peau très sèche, des anomalies dentaires avec des caries juste assez épouvantables, une atrophie cérébelleuse, et on retrouve des dysplasies métaphysaires. Donc il y a des caractéristiques du Shwachman qu'on retrouve, mais il y a des choses qui diffèrent. Donc là, la question qui va se poser, et on continue quand même de les caractériser un peu plus, ils ont clairement un tableau d'aplasie congénitale, et on pense qu'en fin de compte, il y a un risque qu'ils évoluent de manière négative en des patients, en tous les cas, à vraiment une évolution un peu plus complexe. J'espère que je vous en dirai un tout petit peu plus, parce qu'on continue de les étudier un tout petit peu plus, ces patients-là. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps de Shwachman? On a retrouvé, en fin de compte, on a pu regrouper 12 patients qui ont le Shwachman, 8 garçons, 4 filles.
L'âge moyen diagnostique était de l'ordre de 2 ans et demi, avec un follow-up d'un peu plus que 13 ans. On retrouve les mutations assez classiques. On a eu, au cours des 2-3 dernières années, 2 autres patients qui sont aussi venus nous voir pour une deuxième opinion. Qu'est-ce qu'on a fait comme philosophie? On ne veut pas que les patients se baladent à travers l'hôpital. On veut favoriser que quand ils viennent nous voir, on est là pour eux. Et on amène les spécialistes pour eux, plutôt qu'eux doivent se balader à travers l'hôpital. Donc on a décidé de mettre en place, en suivi avec les nutritionnistes, les gastro-entérologues et moi, on veut essayer d'apporter des généticiens aussi dans notre clinique pour qu'il y ait vraiment une prise en charge où vraiment on est là pour eux et non l'inverse. On fait ces cliniques 2 fois par année. Et puis, un des buts aussi, c'est de favoriser l'interaction entre ces patients-là. Ce qui est difficile dans ces familles-là, c'est que quand ils sont, en fin de compte, perdus au milieu d'une clinique, ils finissent par se dire, mais est-ce qu'on est vraiment seul? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont cette maladie-là? Quand on les regroupe, il y a une interaction qui devient possible. Et les échanges deviennent quand même assez intéressants. Et c'est aussi enrichissant pour nous parce qu'eux nous amènent des connaissances et ils améliorent nos propres connaissances. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des moelles. On suit en fin de compte en guidelines assez classiques, moelles annuelles, des formules sanguines 2 à 4 fois par année, un suivi nutritionnel, en essayant de regarder aussi, entre autres, la mesure des acides gras à chaîne longue. On s'est posé la question s'il faut y avoir une relation entre des anomalies des acides gras aux chaînes longues du fait de l'insuffisance pancréatique exocrine et les problèmes neuropsychologiques. Et puis on essaie de les référer pour les tests neuropsychologiques et de même que pour les problèmes dentaires. Au niveau de la croissance et de la nutrition, en fin de compte, ce qui est intéressant, comme décrit, on voit qu'il y a 3 patients qui n'ont plus du tout besoin de substitution enzymatique. Un de nos patients n'a jamais eu besoin de substitution enzymatique. Et là, s'il y a un message à retenir, vous voyez les patients qui ont une neutropénie chronique. Si vous dites que ce patient n'a pas d'insuffisance pancréatique exocrine, donc ce n'est pas un Schwachmann, vous faites erreur. Donc le Schwachmann, toujours le garder à l'esprit si vous avez une neutropénie qui est fluctuante, qui persiste, avec 2-3 autres choses, mais l'absence d'insuffisance pancréatique exocrine ne permet pas d'exclure un diagnostic de Schwachmann. Tous nos patients arrivent à avoir un dosage vitaminique qui est normal. Ils ont tous en fin de compte un niveau d'acide gras à longue chaîne normal, donc il n'y a pas de relation avec les problèmes neuropsychologiques, donc on va arrêter de faire ça. Ils ont tous en fin de compte des densités osseuses qui sont un peu plus basses. Les patients qui ont été transplantés ont des densités osseuses, comme on pourrait s'attendre, qui sont un peu plus basses que ceux qui n'ont pas été transplantés, même si cette différence n'est pas significative. Qu'est-ce qui se passe au niveau hématologique? On retrouve en fin de compte dans notre cohorte la même chose qui est décrite au niveau des cohortes au niveau international. Je prends une des publications de Donadieu en 2012 du registre français des aplasies congénitales où ils ont regroupé tous leurs patients avec le Schwachmann. Ce qu'on voit, c'est que l'incidence cumulative de problèmes médulaires, que ce soit anémie aplasique ou syndrome myelodysplastique ou leucémie myélodique, augmente avec le temps. Vers 20 ans, on est de l'ordre de 20%, 30 à 35% vers l'âge de 30 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont essayé de catégoriser ces patients. Est-ce qu'on peut essayer d'identifier les patients qui sont plus à risque de faire des complications hématologiques, donc qui nécessitent d'avoir un suivi un peu plus serré? Ce qu'ils proposent, c'est des patients qui ont un diagnostic en bas âge, moins de 3 ans, et qui, au moment de leur diagnostic, avaient des évidences d'atteinte hématologique, neutropénie sévère, thrombopénie ou anémie, pourraient représenter des catégories de plus haut risque. Et puis, on peut jouer en fin de compte avec ces catégories-là, avec des catégories de bas risque, risque intermédiaire ou haut risque. Quand on va avec ça, en fin de compte, les patients qui sont plus le risque, à plus haut risque, on se retrouve à presque 50% de développement de cytopénie sévère, anémie aplasique, voire leucémie, dans les 10 premières années de vie. En risque intermédiaire, on est quand même proche de 30% vers l'âge de 20 ans. Et puis, on augmente très, très rapidement jusqu'à près de 80% vers l'âge de 30 à 40 ans. L'avantage d'avoir des registres, ça nous permet quand même d'étudier et d'évaluer des patients en plus grand nombre, et c'est la raison pour laquelle on fait des efforts pour mettre nos patients sous le registre canadien des aplasies congénitales. L'équipe d'Eagle avait publié ceci en 2015, et puis on voit vraiment, tel que rapporté, que les patients qui ont Schwachmann ont un risque plus intermédiaire dans la catégorie des syndromes d'aplasie congénitale. Les patients qui ont des anémies de Black-Friedman font exceptionnellement des aplasies, exceptionnellement des mélodysplasies ou une évolution vers des cytopénies clonales. Le Schwachmann, on retrouve à peu près ce qui est décrit dans la cohorte française, de l'ordre de 20% à l'âge de 20 ans, alors que les patients en anémie Fanconi sont ceux qui sont au plus haut risque pour faire une évolution de ce type-là. Nos patients, ils correspondent exactement à ce qu'on voit ici. 4 de nos patients ont nécessité une transplantation, 2 pour une anémie aplasique sévère, une pour une anomalie cytogénétique. On pourrait discuter ce cas-là parce qu'il reste
en point d'interrogation et presque un peu en crève-cœur, ce patient-là. Il avait une anomalie du 20Q-. L'anomalie du 20Q est des choses qu'on peut retrouver très fréquemment sur la moelle chez les patients qui ont Schwachmann, et ces anomalies-là ont tendance à être plutôt indolentes et évoluent plus rarement vers une dysplasie ou une leucémie. Mais comme ce patient avait 2 frères HLA compatibles avec un cordon congelé, on s'est dit, avec 60-70% d'anomalies cytogénétiques sur la moelle, on prend quand même un risque que ça finisse par dégénérer, greffons-le. Malheureusement, c'est le seul patient qu'on a perdu. Un patient a développé une leucémie myéloïde aiguë, qui est à l'heure actuelle le patient le plus jeune qui a été rapporté à ma connaissance avec une leucémie myéloïde aiguë dans le contexte de Shwachman-Diamond. Si on regarde les patients qui ont été greffés, c'est quand même intéressant en reprenant. Ce qui est interrogatif, c'est de voir que chaque fois, la plupart du temps, les patients ont reçu un cordon, il y a eu une non-prise de greffe. Donc, notre patient qui a une leucémie myéloïde aiguë a nécessité 3 transplantations successives parce qu'il a eu 2 non-prises de greffe, les 2 fois sur un cordon. Un des autres patients qui a été greffé pour l'anémie aplasique, même chose. Il a reçu un cordon, engraftment failure. Notre dernier patient qui est décédé a eu une prise de greffe qui était extrêmement lente. Il est décédé de complications infectieuses. Il était sorti d'aplasie cependant à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça sur cette expérience relativement modeste? Juste faire part, en fin de compte, de certaines réflexions personnelles. La première, c'est que je suis convaincu que l'interaction patient-patient est absolument essentielle, surtout quand on réfléchit à des maladies rares et qu'il faut le favoriser. Je pense que c'est aussi important de donner une connaissance et l'éducation à nos patients. Empower your patients. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aussi au début de cette année en mars. Catherine était venue nous parler, parce que je trouvais important de publiciser aussi ses efforts et ses travaux. Valérie était venue aussi nous parler pour regrouper notre expérience de Schwachmann. On avait eu aussi nos collègues gastro-entérologues de Children's qui étaient venus nous parler, nutritionnistes, neuropsychologues, etc. Et moi, il y a une phrase qui m'avait marqué, c'est un petit message que un des parents m'avait fait part. Je me souviendrai toujours des paroles du docteur Faure qui m'avait dit de l'annonce du diagnostic: laissez-vous porter par la maladie. Tant bien que mal, nous avons apprivoisé cette maladie. Donc là, je serais très curieux d'avoir des commentaires du docteur Savard sur cet aspect-là. Quand on a une maladie qui a prédisposition au cancer ou en syndrome d'aplasie congénitale, est-ce que c'est juste cet élément-là qui est peut-être plus philosophique? Laissez-vous porter par la maladie. Je pense que c'est important de distinguer et de bien caractériser ces anomalies génétiques, parce que même si on voit qu'il y a les triades classiques pour le Shwachman-Diamond, en fin de compte, c'est une maladie qui est très prélomorphe et qui va évoluer de manière très, très particulière. Notre patient qui a une leucémie myéloïde aiguë, il se trouve qu'il a un frère. Son frère, il n'est quasiment pas atteint. Même environnement, même développement. Il y en a un qui fait une atteinte incroyable, complications infectieuses dans un jeune âge, développe une leucémie myéloïde aiguë, l'autre, pratiquement rien. Est-ce qu'il y a des modifiants? Là derrière, on peut se poser la question. 2, l'absence de suffisance pancréatique exocrine ne permet pas d'exclure le Shwachman-Diamond. Il doit être reconnu comme un salon de prédisposition aux aplasies et qui nécessite donc un suivi assez régulier pour exclure le développement d'une anémie aplasique, myélodysplasie ou SDM. Les mutations d'énergie C21 doivent être aussi mieux caractérisées. Est-ce que c'est en fin de compte une nouvelle entité ou est-ce que ça fait partie du spectre du Shwachman? Je pense que ça, c'est une chose qu'on doit essayer de faire. C'est aussi important de challenger les guidelines. Les guidelines que l'on a, en fin de compte, ils nous recommandent à faire des mois annuels. Les patients, ils commencent à me challenger. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Les mois, ils finissent par être toujours normal. Et puis, c'est les patients qu'on a diagnostiqués les anémies aplasiques. Et le patient qui a fait une leucémie myéloïde aiguë, ce n'est pas sur une moelle régulière qu'on a diagnostiqué ça. Donc moi, je continue de le faire pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils peuvent quand même développer des anomalies cytogénétiques. Commence à réfléchir sur la fréquence à laquelle on le fait et le coût-bénéfice de ce que l'on fait. Et puis 2, aussi quand même de voir qu'en fin de compte, c'est sur une variation des formules sanguines que c'est là où on finit par attraper les choses. Donc je pense qu'on doit aussi réfléchir à ce qu'on ne peut pas essayer de développer et penser à des méthodes alternatives pour aller rechercher les anomalies cytogénétiques. En ce qui concerne la transplantation, je pense que là aussi, je vous ai bien montré qu'on peut questionner l'utilisation du cordon. Ça nous amène à une réflexion de quel est le rôle du micro-environnement dans cette maladie-là. Il y a des démonstrations, on a des papiers qui sont bien établis, qui démontrent qu'effectivement, le micro-environnement, les cellules mésenchymateuses, entre autres, peuvent certainement jouer un rôle dans la physiopathologie de la maladie. Et qu'on a aussi
nécessité de réfléchir sur comment est-ce qu'on doit préparer ces patients-là, quel est le conditionnement. À propos de Damoclès, je reviens aussi un petit peu là-dessus. Comment est-ce que ces familles, et là je suis à nouveau très curieux d'avoir les commentaires de Dr Savard, comment est-ce que ces familles vivent avec le fait d'avoir une pression où il y a une chance sur 5, voire une chance sur 3 que votre enfant finisse avec une leucémie, vous ne savez pas quand ça va arriver. Puis même quand on a une transplantation, ces patients-là ne sont pas forcément sortis d'affaires parce que quand on commence à avoir des rapports d'augmentation de risque de tumeurs solides, tumeurs de sein, certains sarcomes, et la pression, elle continue à travers le temps. Elle est levée d'un point de vue hématopoïétique, mais elle n'est pas levée au cours du temps. Donc ce laissez-vous porter par la maladie, moi, continue de me faire réfléchir. Je pense que c'est important d'avoir des collaborations. Dans les choses qu'on essaye de faire, on a eu la chance de collaborer avec l'équipe de Akiko Shimamuri pour essayer de regrouper plusieurs patients qui ont développé des leucémies myéloïdes aiguës. Et ce travail va être apporté au congrès de la Hache en décembre. Il y a un intérêt particulier sur notre patient parce que c'est un des rares survivants. Je vais venir sur un dernier point. C'est important aussi de l'étudier. On a la chance d'avoir congelé sa moelle. Et Sonia, je lui mets un petit peu de pression parce qu'on est en train d'essayer d'analyser ça pour essayer de voir est-ce qu'on peut essayer de découvrir des driver mutations. Ce patient n'avait aucune anomalie cytogénétique connue. Donc il y a quelque chose qui l'a poussé du côté de la leucémie. Et on espère que d'ici l'année prochaine, on pourra avoir ça. Puis je garde un intérêt pour essayer de mieux analyser les patients qui ont des neutropénies chroniques. Et on a un travail qui est en train d'être développé avec Eagle Draw, qu'on a travaillé depuis un peu moins d'une année. Et on a une résidente de pédiatrie, Nawar Dakala, qui s'intéresse à le faire avec moi. Sur les facteurs pronostiques, quand même, je vais juste vous laisser sur une dernière chose. Ces patients-là ont des pronostics qui sont catastrophiques lorsqu'ils développent des leucémies myéloïdes aiguës. Est-ce que c'est le fait que les patients, lorsqu'ils développent des leucémies, sont exclus de tout protocole de recherche? Je ne le sais pas, mais il y a quand même là un facteur limitatif. Ces patients n'ont que rarement accès aux nouveaux médicaments parce que, par définition, lorsqu'ils présentent un syndrome de prédisposition au cancer, ils sont exclus de ces études-là. Donc là, je pense qu'il y a quand même une réflexion à avoir. Comment est-ce qu'on peut aussi leur donner un meilleur accès aux meilleures thérapies? L'autre chose, c'est quand on regarde ce papier du New England Journal of Medicine qui est publié au début de cette année, en 2017, ils ont regardé plus de 1500 patients qui ont eu des syndromes mélodysplasiques transplantés. Qu'est-ce qu'ils retrouvent? Dans 4% des cas, en particulier chez les patients de moins de 40 ans, on retrouve des patients avec des mutations homozygotes de Shwachman-Diamond. Plus de la moitié de ces patients n'étaient pas connus pour un Shwachman. Ça montre que quand on a un syndrome mélodysplasique, on peut trouver des mutations. Et là, peut-être qu'on a encore... Ça nous montre que la génomique va nous amener à une compréhension qui va devenir de plus en plus complexe sur ces maladies-là. Et quand on regarde le pronostic de ces patients-là, c'est juste catastrophique, c'est à peine 10% de survie avant transplantation. Un des problèmes en hématologie, c'est ça. We haven't got the money, so we've got to think. C'est un petit peu le défi que l'on a en hémato. On a très peu de fonds, les grants sont très rares en hématologie, et on ne parle pas du temps qu'à disposition. Donc moi, je vous laisse avec des questions, puis j'espère que ça va solliciter l'enthousiasme de certains jeunes qui pourront venir me voir avec plaisir. Et moi, je pense qu'il y a plein de questions qu'on peut se poser à travers d'une maladie, même s'il est très rare. Pourquoi est-ce que les ribosomopathies dans le Shwachman mènent, entre autres, à une instabilité chromosomique? Quel est le lien là derrière? Est-ce qu'on le comprend actuellement? Je pense qu'on ne le comprend pas. Est-ce que la perte de P53 est un des éléments qui est driver? Il y a des démonstrations qui peuvent le sous-tendre, mais il y a beaucoup plus quand même de réflexion à avoir là. Il y a certainement d'autres driver mutations qui conduisent à la leucémie. Si on comprend ça, je pense qu'on va comprendre beaucoup d'autres choses, entre autres le développement des syndromes mélodysplasiques. 2, pourquoi, en fin de compte, les mutations de Shwachman qu'est-ce qui se passe au niveau de la production protéique? Est-ce que là, s'il y a un fondamentaliste qui s'intéresserait à ça, ça pourrait être le fun de regarder ça. Est-ce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui se passe au niveau du protéomique? Qu'est-ce qui se passe au niveau du stock protéique? Quelles sont les anomalies qui peuvent se voir? Quelle interaction entre le DNJC et la Shwachman? Est-ce que le DNJC est une entité à part entière? Et puis, est-ce qu'on va pouvoir un jour essayer de modéliser ça pour essayer d'identifier des interventions thérapeutiques qui permettront peut-être de ralentir la progression de la mélodysplasie, voire de l'arrêter? Je m'arrête là. Et j'aimerais vous remercier Valérie Arsenault, qui a eu un intérêt pour certains de mes patients et qui a mis ensemble certaines de ces données. Christophe Faure, gastroentérologue, Stéphanie Pernis, qui est nutritionniste, qui participe à la clinique.
On ne ferait rien sans nos pivots et Nathalie Vaillancourt un travail de coordination qui est énorme. Et je la remercie vraiment énormément, de même que toutes les pivots en hémato pour le travail qu'elles font au quotidien. L'équipe génétique, Guylaine Damour, Emmanuel Lemire et Jacques Michaud. Je dois donner aussi des crédits à Josette Champagne parce qu'elle a commencé à suivre ses patients d'aplasie congénitale. Elle a commencé à ouvrir, il y a plus de 10 ans, le registre pour les aplasies, et puis j'ai eu le plaisir de le reprendre. Sonia Cello pour son enthousiasme contagieux, et puis les collaborations avec Dr Akiko Shimamori et Galror. Donc moi, je m'arrête. Je vais continuer de tirer la langue, mais surtout pour pédaler, parce que à défaut d'arriver à avoir des grants, moi, je vais essayer de vous donner de l'argent pour que vous puissiez continuer à faire votre travail. Et puis, j'espère que j'aurai des jeunes qui viendront me voir, parce que je refuse d'être le dernier des Mohicans de l'hémato.